Bonjour, je suis le docteur Rémi Bernard. Depuis que je suis médecin, j'ai soigné des milliers de patients et j'ai vu, croyez-moi, pratiquement tout. J'ai célébré des guérisons qui semblaient impossibles et j'ai accompagné des familles dans leurs moments les plus difficiles. Et toute cette expérience, toutes ces années en première ligne de la santé m'ont appris quelque chose qu'on ne dit presque jamais à voix haute. Parfois, la médecine la plus sage, c'est de savoir quand il ne faut simplement rien faire. Aujourd'hui, je vais partager avec vous quelque chose de très personnel, quelque chose qui va à contre-courant de ce que beaucoup pensent et qui va certainement vous surprendre. Je vais vous révéler les 5 examens médicaux de routine que moi personnellement, après 70 ans, je ne ferai jamais. Et je ne le dis pas par caprice ni par négligence. Je le dis avec le poids de nombreuses années d'expérience, en ayant vu les conséquences d'une médecine qui parfois, dans son obsession de tout détecter, finit par faire plus de mal que de bien. Ces examens, qu'on nous vend comme ce qu'il y a de mieux en prévention, peuvent nous entraîner dans une spirale d'anxiété, de procédures invasives et de complications qui nous enlèvent justement ce que nous apprécions le plus à l'âge d'or, l'indépendance et la qualité de vie. Alors si vous avez plus de 70 ans, ou si vos parents ou grands-parents sont dans cet âge, restez avec moi. Je ne vais pas seulement vous dire quels examens éviter, je vais vous expliquer pourquoi avec des histoires réelles de mes patients et avec des données scientifiques qui ne laissent aucun doute. Et le plus important, je vais vous donner les alternatives, les stratégies les plus sûres, les plus intelligentes et souvent les plus simples pour vraiment prendre soin de votre santé, pour vivre plus longtemps et surtout pour vivre mieux. Il ne s'agit pas d'avoir peur des médecins. Il s'agit d'être un patient informé qui prend les choses en main. Commençons. Le premier examen de ma liste est peut-être le plus tentant de tous, le scanner corporel complet. Vous le voyez annoncé dans les cliniques privées, promettant un bilan de la tête aux pieds avec ce qu'il y a de plus moderne en IRM ou en scanner. Ça a l'air incroyable, non? Une photo complète de votre intérieur pour attraper n'importe quoi avant que ça ne se manifeste. C'est la promesse du contrôle total. Mais la réalité, mes amis, est très différente et souvent dangereuse. Je vous raconte l'histoire de Michel, un de mes patients, 74 ans, un homme plein de vie. Il jouait au golf, voyageait avec sa femme, profitait de ses petits-enfants. Il était en bonne santé, sans un seul symptôme. Un jour, son fils, avec la meilleure intention du monde, lui a offert pour son anniversaire un bilan de santé complet qui incluait un de ses scanners. Michel y est allé plus pour faire plaisir à son fils que pour autre chose. Et là, juste là, ses problèmes ont commencé. Le rapport du scanner est arrivé avec une note qui glaçait le sang. On observe une petite lésion indéterminée de 1,5 cm au rein gauche. Lésion indéterminée. 2 mots qui sont une bombe d'anxiété. Du jour au lendemain, Michel est passé d'homme en bonne santé à patient avec une lésion au rein. Son médecin, comme le veut le protocole, l'a envoyé chez l'urologue. L'urologue, pour être tranquille, a recommandé une biopsie. Une biopsie du rein n'est pas une plaisanterie. Il faut insérer une longue aiguille par le dos jusqu'au rein. Il y a des risques. Saignement, infection, douleur. Michel, courageusement, a accepté. Le résultat a pris une semaine que lui et sa famille ont vécu dans un état de panique. Et le verdict final, angiomyolipome, une tumeur bénigne, totalement inoffensive, faite de graisse, de muscles et de vaisseaux, qui ne lui aurait jamais causé le moindre problème. Michel n'a rien gagné. Au contraire, il a perdu. Il a perdu la paix, il s'est soumis à une procédure invasive et risquée et il a provoqué une angoisse énorme à sa famille. Son cas n'est pas l'exception. Malheureusement, c'est ce qui arrive souvent. Et voici la donnée scientifique qui change tout. Les études montrent que jusqu'à 86% des personnes âgées en bonne santé qui font un scanner complet du corps, on trouve quelque chose. 86%. La grande majorité de ces quelque chose, comme celui de Michel, sont ce qu'on appelle des incidentalomes. Des découvertes fortuites, bénignes, sans importance. Des taches au foie, des kystes au rein, des nodules au poumon, des cicatrices du temps qui sont là depuis des années et qui ne deviendront jamais un problème. Le vrai problème, c'est qu'une fois qu'on trouve quelque chose, on active ce qu'on appelle la cascade de l'intervention. La découverte crée de l'anxiété. L'anxiété mène à plus d'examens. Les examens peuvent être invasifs et avoir leurs propres risques. Et tout peut finir en traitement ou en chirurgie totalement inutile. Cette boule de neige commence avec un examen qui n'aurait jamais dû être fait. En plus, si le scanner est une tomodensitométrie,
On parle d'une dose de radiation considérable qui peut équivaloir à des centaines de radiographies du thorax. La radiation s'accumule et même si le risque d'un seul scanner est faible, il n'est pas zéro. Pourquoi prendre ce risque sans bénéfice clair? Alors, quelle est l'alternative intelligente? La réponse n'est pas dans une machine, mais dans quelque chose de beaucoup plus humain. L'évaluation gériatrique globale. Ce n'est pas un simple bilan. C'est une conversation approfondie avec un médecin qui comprend comment nous vieillissons. Au lieu de chasser des fantômes, on se concentre sur ce qui compte vraiment pour la qualité de vie. La fonction. Dans cette évaluation, la première chose qu'on fait, c'est un contrôle de la fragilité. Ce n'est pas une insulte, c'est un concept médical vital. On mesure des choses simples comme la vitesse de marche ou la force de préhension. Ces marqueurs prédisent la santé future bien mieux que n'importe quelle image. Si on détecte une fragilité qui commence, on peut agir avec de l'exercice et de la nutrition pour l'inverser. Ensuite, et c'est essentiel, on fait une révision complète des médicaments. Il est incroyablement courant de voir des personnes âgées prendre 10 médicaments ou plus prescrits par différents spécialistes. Souvent, les symptômes comme les vertiges ou la confusion ne sont pas une nouvelle maladie, mais l'effet secondaire d'un de ces médicaments. Nettoyer cette liste peut faire des miracles. Et enfin, on évalue les habitudes de vie. Alimentation, sommeil, activité physique et lien social. Ce sont les vrais piliers de la prévention. Une alimentation anti-inflammatoire et l'exercice régulier préviennent plus de maladies que n'importe quel scanner. Cette évaluation ne crée pas d'anxiété, elle vous donne du pouvoir. Elle ne cherche pas des problèmes théoriques, elle optimise votre santé réelle. Alors la prochaine fois que vous verrez une publicité promettant une carte de votre santé, souvenez-vous de Michel et choisissez la sagesse d'une évaluation centrée sur la personne, pas sur l'image. Le deuxième examen que j'évite comme la peste, c'est l'IRM cérébral de routine pour des oublis légers. C'est le pain quotidien dans mon cabinet. Un patient de 75 ou 80 ans vient, souvent amené par ses enfants, parce qu'il oublie des noms d'acteurs ou ne se souvient plus pourquoi il est monté au 2e étage. Les oublis typiques de l'âge. Ils ne se perdent pas, ils ne sont pas désorientés, ils gèrent leur argent parfaitement. Mais la peur de l'Alzheimer est si grande que la famille exige une IRM pour voir ce qui se passe là-dedans. Je veux que vous compreniez ceci. Demander une IRM dans cette situation, c'est presque toujours une très mauvaise idée. C'est ouvrir une boîte de Pandore d'où ne sort que de l'anxiété. Je vous présente Françoise, 78 ans, une femme brillante, grande lectrice, qui a commencé à remarquer que parfois elle avait du mal à trouver le mot exact. Sa fille, très inquiète, l'a convaincue de faire une IRM. Le jour où elles ont lu le rapport, le monde de Françoise s'est effondré. Le radiologue décrivait une atrophie corticale diffuse légère propre à l'âge et des foyers dispersés de gliose dans la substance blanche. Pour un médecin, ce rapport est simplement la description d'un cerveau normal de 78 ans. C'est comme dire qu'une personne de cet âge a des rides ou des cheveux blancs. L'atrophie est une légère réduction du volume cérébral normal avec le temps. Les lésions de substance blanche sont comme de petites cicatrices qui se forment, souvent à cause d'une tension artérielle qui a été un peu élevée pendant des décennies. Ce sont des découvertes attendues. Mais pour Françoise et sa fille, ça a sonné comme une condamnation à mort. Atrophie cérébrale, lésion. Elles sont sorties de là convaincues que l'Alzheimer était imminent. À partir de ce jour, Françoise a changé. Elle a commencé à douter d'elle-même. Elle a quitté son club de lecture par peur de ne pas se souvenir d'un nom. L'IRM ne lui a pas donné un diagnostic, elle lui a volé la confiance en son propre esprit. Et voici la bombe. Dans des études avec des personnes de plus de 75 ans complètement en bonne santé, 94% des IRM cérébrales montrent des résultats anormaux. Presque toutes. Si on scannait 100 personnes en bonne santé de cet âge, 94 sortiront avec un rapport qui peut semer la panique. Le problème, c'est que ces images ne correspondent pas bien à la fonction réelle de la personne. J'ai vu des patients avec des IRM qui ressemblaient à un champ de bataille et un esprit très vif, et vice-versa. L'image n'est pas la personne. Et ce qui est pire, le résultat de l'IRM ne change rien au traitement pour des oublis légers. Il n'y a pas de pilule qui inverse l'atrophie propre à l'âge. Alors, quelle est l'alternative sensée? L'outil le plus précieux est un simple test cognitif de 10 minutes au cabinet. Des tests comme le mini-mental ou le MoCA. On demande aux patients de se souvenir de 3 mots et de dessiner une horloge. C'est simple, rapide et ça nous donne une information fonctionnelle très précieuse.
Si le test est normal, on peut rassurer la famille avec un haut degré de certitude. S'il montre une difficulté, alors on ne s'arrête pas là. On commence ce que j'appelle la chasse aux faux coupables des problèmes de mémoire. Avant de penser à l'Alzheimer, on élimine une liste de causes courantes et surtout réversibles. Révision des médicaments. Encore une fois, le principal suspect. Les somnifères, les médicaments pour l'anxiété, certains antihistaminiques peuvent causer un brouillard mental. Analyse de sang. On vérifie la vitamine B12 et la fonction thyroïdienne. Une carence ou une hypothyroïdie sont des causes classiques et faciles à corriger. Évaluation de l'humeur. La dépression chez la personne âgée se manifeste souvent par de l'apathie et des troubles de mémoire. La traiter peut rendre la clarté mentale. Qualité du sommeil. L'apnée du sommeil qui coupe l'oxygène au cerveau pendant la nuit est une cause très sous-estimée de problèmes cognitifs. Seulement après avoir éliminé tout cela, si les tests fonctionnels montrent un déclin progressif, alors une image pourrait avoir du sens dans le cadre d'une étude complète. Le message est clair. Face à des oublis légers, ne courez pas vers la machine d'IRM. Allez voir un médecin qui s'assoit pour parler avec vous, qui évalue votre fonction réelle et qui cherche des causes réversibles. Le troisième examen sur ma liste noire, c'est le test d'effort cardiaque de routine. Je parle de mettre une personne de plus de 70 ans qui se sent bien, sans douleur à la poitrine ni essoufflement, à courir sur un tapis parce que c'est l'âge. Cette pratique, bien que très courante, est pleine de problèmes et peut être dangereuse. L'histoire de Pierre le montre très clairement. 72 ans, actif, il jouait au tennis et marchait tous les jours. 0 symptômes cardiaques. Il allait se faire opérer d'une hernie et le protocole de l'hôpital incluait un test d'effort pour tous les plus de 70 ans. Pierre ne comprenait pas. S'il pouvait jouer un match de 2 heures, pourquoi devait-il courir sur un tapis? Mais le protocole est le protocole, non? Pendant le test, Pierre a commencé à sentir une pression dans la poitrine. L'électrocardiogramme a montré des changements douteux. Le cardiologue a arrêté le test et face à un résultat douteux positif, il a recommandé l'étape suivante. Un cathétérisme cardiaque. Un cathétérisme est invasif. On insère un tube par une artère jusqu'au cœur pour voir les coronaires. Pierre, qui était entré en marchant pour un simple test, allait maintenant sur un brancard pour une procédure cardiaque. Le résultat, ses artères avaient un peu de cholestérol, normal pour son âge, des obstructions de 30 à 40% qui ne nécessitaient ni stent ni rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Pierre a eu un faux positif. Le test d'effort sur tapis a un taux très élevé de faux positifs chez les personnes âgées. Il peut donner un résultat anormal pour 1000 raisons qui ne sont pas une obstruction dangereuse. Mais le mal était fait. On a collé à Pierre l'étiquette de malade cardiaque. On lui a prescrit une poignée de médicaments et le pire, il a eu peur de l'effort. Il a arrêté le tennis. Le test qui devait le protéger lui a volé sa qualité de vie, et ça sans compter que le test lui-même peut, dans de rares cas, provoquer une arythmie ou un infarctus. Alors, quelle est l'alternative logique? D'abord et fondamentalement, écoutez notre corps. Le meilleur test d'effort, c'est la vie quotidienne. Si vous pouvez monter 2 étages d'escalier ou marcher d'un bon pas sans douleur à la poitrine, vous passez déjà votre test d'effort tous les jours. Il est crucial d'apprendre à reconnaître les vrais signes d'alarme. Douleur à la poitrine avec l'effort, essoufflement disproportionné, vertige. Si quelque chose comme ça apparaît, consultez. Là, oui, un test est indiqué. Maintenant, si on veut évaluer le risque futur, il y a un outil beaucoup plus moderne et sûr. Le score calcique coronaire. C'est une tomodensitométrie simple, de faible radiation et sans piqûre qui dure 5 minutes. Elle mesure la quantité de calcium, du cholestérol durci, dans les parois des artères. Le résultat est un chiffre. Un 0 signifie un risque très bas d'infarctus dans les prochaines années. Un chiffre élevé nous dit qu'il faut devenir sérieux avec la prévention. Le score calcique nous dit quel est notre risque, pas si une artère est obstruée. C'est un outil pour guider la prévention, pas pour déclencher des procédures invasives. Mon conseil, ne laissez pas qu'on vous mette sur un tapis de course au cas où. Faites confiance à votre corps et si vous voulez affiner l'évaluation de risque, demandez le score calcique. On arrive au 4e examen et c'est probablement le plus controversé parce que la coloscopie est un outil fantastique, mais son utilité dépend de l'âge. L'examen que je ne ferai pas, c'est la coloscopie de routine après 75 ou 80 ans,
si mes examens précédents ont été normaux et que je n'ai pas de risque spécial. Que ce soit clair, je ne suis pas contre la coloscopie. Je la recommande sans hésiter à partir de 45 ou 50 ans. Elle prévient le cancer du côlon en nous permettant d'enlever des polypes avant qu'ils ne deviennent malins. Le problème survient quand on applique cette logique aux personnes d'âge avancé. En médecine, il faut toujours peser bénéfice contre risque et chez une personne de 80 ans, la balance penche vers le risque. Je vous raconte le cas de Marguerite, 79 ans. Sa dernière coloscopie à 70 ans était normale. Le système informatique de son médecin lui a rappelé que c'était déjà le moment d'en faire une autre. Marguerite n'avait pas de symptômes, mais elle était obéissante. La préparation pour l'examen a été une torture. Des litres d'un laxatif qui l'ont gardée aux toilettes toute la nuit, la laissant faible et déshydratée. Pour quelqu'un de son âge, c'est déjà un risque. Ensuite, il y a la sédation qui, chez les personnes âgées, a plus de risque de confusion ou de problèmes respiratoires. Mais le risque qui nous empêche de dormir, nous les médecins, c'est la perforation intestinale. Avec l'âge, la paroi du côlon devient plus fine. Le risque d'une déchirure avec l'endoscope, bien que faible, 1 ou 2 sur 1000, double ou triple chez les plus de 75 ans. Et une perforation est une urgence qui nécessite une chirurgie majeure, souvent avec une colostomie, une poche. Pour une personne de 80 ans, une opération comme ça peut être la fin de son indépendance. Maintenant, quel est le bénéfice ? Prévenir un cancer qui, s'il apparaît, prendrait de 5 à 10 ans pour donner des problèmes. Les principales directives médicales recommandent déjà d'arrêter le dépistage de routine entre 75 et 85 ans. La logique est simple. Il est plus probable que la coloscopie vous fasse du mal qu'elle ne vous sauve d'un cancer futur si votre espérance de vie est inférieure à 10 ans. Bien sûr, ce n'est pas pour tout le monde. S'il y a des antécédents familiaux, des polypes précédents, etc., la décision est différente. Mais pour la personne moyenne, continuer à en faire systématiquement est un risque inutile. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On oublie le côlon ? Pas du tout. On passe du dépistage invasif à la surveillance intelligente. D'abord, surveillance des symptômes. C'est vital. Il faut consulter immédiatement si apparaît un changement persistant du rythme intestinal, du sang dans les selles, une douleur abdominale, une perte de poids sans explication ou une anémie nouvelle. Face à cela, l'âge n'importe pas et la coloscopie est justifiée. Deuxièmement, et c'est le plus puissant, prévention active avec l'alimentation. Le secret pour un côlon sain, c'est les fibres. Fruits, légumes, légumineuses, céréales complètes. Les fibres nourrissent nos bonnes bactéries qui produisent des substances anti-inflammatoires et anticancéreuses. Manger plus de lentilles, de brocolis, d'avoine ou de pommes est une intervention beaucoup plus sûre et qui bénéficie à tout le corps. Mon message est, faites-vous les coloscopies correctes au bon moment. Jusqu'à 75 ans, c'est vital. Après, pour la majorité, il est temps de se concentrer sur surveiller les symptômes et sur le pouvoir de ce qu'on met dans notre assiette. Et on arrive au 5e et dernier examen. Celui-ci est pour les hommes et c'est l'un des sujets les plus débattus. L'analyse de sang du PSA, antigène prostatique spécifique, pour détecter le cancer de la prostate, surtout chez les plus de 75 ans. Le PSA s'est vendu comme la grande promesse pour détecter le cancer de la prostate à temps. Le problème, c'est que la biologie de ce cancer, spécialement chez les hommes âgés, est très capricieuse et l'utilisation indiscriminée du PSA a créé une épidémie de surdiagnostic et de surtraitement. Je vous explique avec l'histoire de Claude. 80 ans, veuf, indépendant et actif. Dans son bilan annuel, on lui a demandé un PSA par routine. Il est sorti à 6,5, un peu élevé. Claude se sentait parfaitement bien, mais ce chiffre a été le coup de départ pour la cascade. Du médecin de famille à l'urologue, et de l'urologue à la biopsie de la prostate. Une biopsie de la prostate est désagréable et a des risques, surtout d'infections graves, de septicémie. Claude a eu de la malchance. Il s'est retrouvé hospitalisé avec une septicémie. Il s'est remis, mais alors le résultat de la biopsie est arrivé. Adénocarcinome de la prostate, Gleason 6. On lui avait trouvé un cancer. Mais quel type de cancer ? Un Gleason 6 est le type de cancer de la prostate le plus paresseux qui existe. Il est si lent que beaucoup doutent qu'on devrait l'appeler cancer. La probabilité qu'un homme de 80 ans meure d'un Gleason 6 est presque zéro. Il est sûr qu'il mourra avec, mais pas à cause de lui. En fait,
Les autopsies montrent que jusqu'à 80% des hommes de 80 ans ont des foyers de cancer dans la prostate sans que ça les affecte le moins du monde. Mais on a dit à Claude qu'il avait un cancer et face à ce mot, les gens veulent qu'on l'enlève. Bien qu'on lui ait offert la surveillance active, contrôlée sans traiter, l'anxiété l'a emporté et il a choisi la radiothérapie. Le traitement a été un succès, mais le prix a été très élevé. La radiation lui a causé une incontinence urinaire permanente et une dysfonction érectile. Sa vie sociale s'est effondrée. On a guéri un cancer qui ne l'aurait jamais tué, mais dans le processus, on a détruit sa qualité de vie. C'est l'exemple parfait du surdiagnostic, trouver un cancer qui ne donnerait jamais de problème, et du surtraitement, des thérapies agressives pour une maladie inoffensive. Et le PSA est le moteur de tout cela. Le PSA peut monter pour 1000 raisons. Une inflammation, une infection ou même faire du vélo. Pour chaque homme qui est sauvé grâce au PSA, on estime que 50 autres sont diagnostiqués et traités inutilement avec des séquelles permanentes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On jette le PSA à la poubelle? Non. On fait quelque chose de beaucoup plus intelligent. On change l'examen automatique pour une décision partagée et informée. Le médecin doit avoir une conversation honnête avec son patient, en lui expliquant les pour et les contre avec des chiffres clairs. Et ensuite, le patient décide ce qui est le plus important pour lui. La possibilité lointaine de rallonger un peu sa vie en échange d'un risque très réel de ruiner sa qualité de vie. Pour ceux qui sont diagnostiqués avec un cancer de bas risque, l'alternative au traitement est la surveillance active. Ce n'est pas ne rien faire. C'est un suivi strict pour s'assurer que la tumeur ne devient pas agressive. Et bien sûr, se concentrer sur les vrais symptômes. Difficulté à uriner, sang, douleur dans les os. Ça, oui, ça nécessite une investigation à tout âge. Et les voilà. Les 5 examens que, me basant sur mon expérience, je ne ferai jamais passer 70 ans. Le scanner corporel complet, une usine à anxiété. L'IRM cérébral pour oubli léger qui vous étiquette d'anormal sans raison. Le test d'effort de routine qui a plus de risques que de bénéfices. La coloscopie de dépistage après 75 ans où la balance penche vers le danger. Et le PSA de routine chez les hommes âgés, le roi du surdiagnostic. Vous voyez le fil conducteur? C'est un appel à une médecine plus sage, plus personnalisée, plus humaine. Une médecine qui comprend que, surtout au 3e âge, l'objectif n'est pas seulement de vivre plus longtemps, c'est de vivre mieux, avec qualité, indépendance et joie. La vraie prévention n'est pas une batterie d'examens cherchant des fantômes. C'est une alliance avec votre médecin, une évaluation centrée sur votre fonction et un engagement quotidien avec un mode de vie sain. Mon objectif n'est pas que vous ayez peur de la médecine. Au contraire, c'est que vous deveniez acteur de votre santé, que vous posiez des questions, que vous compreniez le pourquoi de chaque examen, que vous osiez dire « Docteur, ai-je vraiment besoin de ça à mon âge et dans ma situation ?» La santé n'est pas un rapport sans anomalie. La santé, c'est pouvoir jouer avec vos petits-enfants, profiter d'une promenade, garder l'esprit éveillé et l'âme vivante. Et parfois, la décision la plus courageuse et la plus saine qu'on peut prendre, c'est de dire non à un examen inutile. Si ce message vous a semblé utile, si ça peut aider quelqu'un que vous aimez, je vous demande de partager cette vidéo. Et pour ne pas manquer d'autres conseils basés sur l'expérience pour une vie longue et épanouie, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche. J'aimerais beaucoup savoir ce que vous pensez. Laissez-moi un commentaire. Avez-vous déjà ressenti la pression de faire un examen qui ne vous convainquait pas? Je lirai tout ce que je peux. Merci de m'avoir accompagné. Prenez bien soin de vous et surtout, prenez soin de vous avec sagesse.